J'ai très peu de temps pour vous filmer mes réceptions parce qu'il me reste très peu de batterie. J'espère ne pas avoir besoin de changer entre temps. Donc je vais commencer tout de suite. Dans un premier temps, j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel La Voix de l'arbre de Bernard Werber, qui est donc son roman annuel. Il me semble qu'il y en a tous les ans. Je devrais vérifier, peut-être deux certaines années. C'est un titre qui m'intriguait parce que de manière générale, je suis curieuse de ce que peut produire Bernard Werber. Je n'aime pas tout, en revanche, je suis beaucoup plus adepte de ce qu'il faisait il y a de cela, je ne sais plus exactement, 10-15 ans peut-être, avec notamment Le Papillon des Étoiles, qui a été l'une de mes lectures favorites en science-fiction pendant très longtemps. Ici, on suit Rose, qui est une jeune scientifique déterminée, qui a suivi son compagnon au cœur de la plus ancienne forêt de France. Il veut lui faire partager son émerveillement pour un chêne millénaire d'une rare beauté, mais le spectacle tourne au drame lorsqu'une lourde branche tombe de l'arbre et tue le jeune homme sur le coup. Accusée du meurtre traqué par la police, Rose décide de fuir le temps de prouver son innocence. Et je vais m'arrêter là, je pense que je vais pas aller plus en avant. Ça sonne bien plus comme un thriller, donc je suis curieuse de voir de quelle manière ça se présente. Toujours chez les éditions Albin Michel, j'ai reçu 50 fleurs pour te briser le cœur. Donc Albin Michel Imaginaire, cette fois, c'est de Jenna Rose Nethercott, que je ne connais pas du tout. Une attraction d'autoroute hors norme, l'escalier de l'éternité, une collection de fleurs monstrueuses, une femme qui se transforme physiquement pour répondre au désir de son amant artiste, des souvenirs de chasse, des bris de guerre et des histoires d'amour qui commencent ou prennent fin. En 14 nouvelles, découvrez l'univers poétique, fantastique et charnel de Jenna Rose Nethercott. Je trouvais que le résumé était très attractif, très attrayant, original aussi, c'est ce qui fait que j'ai eu envie de le découvrir, et comme il m'était proposé par Albin Michel, j'ai bien évidemment dit oui. Le tome 3 de Simone par Morvan Évrard et Walter, publié chez Glénat. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes. Je trouve que cette adaptation BD se prête, que la manière dont l'histoire est adaptée en BD est particulièrement qualitative, et que les illustrations qu'on trouve se prêtent bien à représenter l'histoire. Je les mets ensuite à disposition en classe, et c'est vrai qu'ils ont été souvent consultés jusque-là, donc en tout cas les deux premiers tomes. Et enfin, ce titre-là, Même pas peur, de Stefanka Sekaninova et Lucas Figel. C'est publié chez les éditions Albatros. Et alors, j'aime énormément, je trouve que c'est magnifique. Je vais me pencher dessus juste après pour tout vous dire. Donc, les planches sont cartonnées, les pages sont cartonnées. Je vous en parlerai plus en détail plus en avant dans le vlog, parce que je pense que je vais donc encore une fois, comme je vous le disais, le consulter maintenant. J'ai beaucoup de mal à parler, je suis désolée, je sors de classe. Donc, je dirais que ma capacité à jongler vite avec les idées et les mots en a pris un petit coup. J'ai vraiment épuisé mon quota journalier. Donc les choses se présentent comme ceci. Vous avez des planches qui sont un petit peu cartonnées. Et ensuite, donc, vous découvrez la suite de l'histoire, vous découvrez l'univers de Même pas peur. Ça a l'air très très sympathique. J'aime beaucoup, ça me fait penser aux albums qui existaient lorsque j'étais enfant. Et j'essaierai de vous trouver très exactement les contes les éditions de contes auxquelles cela me renvoie. Je vous les mettrai par ici si je les trouve. Et si je ne les trouve pas, j'essaierai plus en avant dans le vlog de vous en dire plus lorsque je vous donnerai mon avis détaillé sur ce titre-là, parce que je vais le commencer tout de suite. J'aime beaucoup glisser des petites lectures de ce type dans ma pile à lire, parce que ça me permet, comme aujourd'hui, lorsque je finis un petit peu légèrement plus tôt, de me plonger dans quelque chose d'un peu léger, mais de très divertissant aussi. Et je trouve que vraiment le travail éditorial est très sympa sur ce titre-là. Donc très curieuse de connaître le fin mot de cette histoire. Et il me semble que je vous ai tout montré. J'ai ce titre-là qui était avec moi, parce que pour tout vous dire, c'était mon support lors de mes corrections de dictée. Et je n'arrive pas à me rappeler si je vous l'ai présenté ou non. Donc voilà, sachez que j'ai reçu le tome 4 d'Amelia Wood de la part de Glénat, mais je crois que je vous en ai parlé en boucle. Et éventuellement, si je ne l'avais pas mentionné, il est ici. Cet après-midi, j'ai prévu d'avancer sur mes cours. Bien évidemment, je dois terminer la rédaction d'un partiel. J'ai presque fini, il faut que je fasse la fin de ma troisième partie, et que je conclue très brièvement, parce que c'est un devoir qui était censé faire 3 pages et qui, dans l'état actuel des choses, fait 3 pages sans compter donc les précisions que je rajoute. Il faut absolument que j'épure, que
que j'enlève les passages qui sont trop répétitifs ou qui ne sont pas absolument nécessaires parce que cet impératif de brièveté compte largement dans la consigne. Donc il faut que je m'en occupe. Cependant, à côté de cela, j'ai prévu de lire 3 choses. J'ai prévu de terminer enfin Nostalgie d'un autre monde d'Otessa Moshfegh. Donc de lire Même pas peur qui est ici, et donc en dehors de Même pas peur. 3 c'était avec sans compter Même pas peur. J'ai prévu de lire Strange House de Uketsu, publié chez Seuil. C'est quelque chose que j'aime bien. Je vous montre un petit peu. Attendez, je vais poser ma tasse de thé parce que visiblement, si j'ai du mal avec les mots, j'ai aussi du mal avec mes mains. Vous avez des plans comme ceci de divers lieux et de maisons, majoritairement, étranges donc. Et ça a un côté mix média assez intéressant. C'est sollicité d'une manière qui est très propre à l'auteur, donc je vais avoir du mal à vous en dire beaucoup plus. Je vous invite à faire la découverte des titres d'Uketsu parce que c'est vraiment très très original. Et enfin, je voudrais lire donc le tome 5 des Noces des Lucioles. Hier, j'ai lu, je vous en parlerai plus tard, le tome 5 de Promise Cinderella, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je vous ferai un petit point de ces lectures-là, je pense. On verra bien comment ça se passe, on verra bien à combien de temps j'en suis aussi de ce vlog. Maintenant, je vais me mettre à lire et je vous dis à plus tard. On ne sera pas sur la luminosité la plus qualitative qui soit, mais j'étais en train de vérifier le book haul que j'ai tourné il y a maintenant une semaine. Parce que j'ai pris un petit peu de retard sur YouTube, je pense que certains s'en sont rendus compte, puisque j'ai reçu quelques très gentils messages qui me demandaient des nouvelles. Donc je vais bien, ce n'est pas un problème de santé ou un problème, je dirais, de manque de volonté, c'est les aléas de la vie. La rentrée scolaire, la charge de travail, le fait que cette année j'ai la licence à gérer en plus de mon travail scolaire, j'ai des 3e pour la première fois, donc une construction intégrale de programme à faire, ce qui implique et induit un manque de temps pour la création de contenu sur les réseaux, ce que je déplore un petit peu parce que je dois reconnaître que je m'étais dit qu'en prenant un petit peu d'avance sur les vidéos YouTube notamment, je pourrais potentiellement me remettre à des formats plus courts tels que des reels sur Instagram afin de mettre en avant des titres que j'aime beaucoup, mais aussi de chroniquer des nouveautés lorsque je les juge pertinentes, nécessaires et finalement un petit peu invisibilisées par la masse des chroniques qui peuvent arriver sur des titres qui sont plus médiatisés. Alors je suis désolée, je suis sur ma chaise de bureau, donc comme je suis une enfant, je passe mon temps à tourner, je vais essayer de rester fixe à partir de maintenant. Je voulais également aborder avec vous, mais je pense qu'on en reparlera a posteriori parce que c'est encore quelque chose que je dois réfléchir, d'autant que je n'arrive déjà pas à tenir le rythme pour YouTube tout court, mais j'envisageais possiblement, comme maintenant beaucoup d'élèves ont accès à ma chaîne qui est publique, et que c'est quelque chose qui me dérange quelque peu de partager des choses, je dirais, plus intimes entre gros guillemets, vraiment entre gros guillemets, mais ne serait-ce que mes états d'âme, je n'ai pas forcément envie de partager ça de manière absolument publique. Pour cette raison, j'envisageais potentiellement de créer des... alors je ne sais plus exactement l'appellation donnée par YouTube, mais en gros faire mettre en place un système de membres. Attendez, pardon, j'arrête mon réveil. Donc un système de membres qui me permettrait d'avoir des vidéos réservées aux membres, donc évidemment avec une contribution financière, mais ce n'est pas tant le montant de la contribution financière, c'est bien plus pour faire en sorte que justement il n'y ait pas cet accès public absolu à des choses plus... je sais pas, aux réflexions que je peux avoir par exemple sur l'éducation nationale, sur mon travail. C'est vrai que c'est des choses que j'ai pas forcément envie de partager publiquement ici, pas du tout même. Donc à voir, j'étais en train de réfléchir un petit peu à ça aujourd'hui, à me demander de quelle manière je pourrais faire cela. De même, lorsque je parle de lecture très horrifique par exemple, j'ai tendance à penser que j'ai pas très envie que mes élèves tombent sur ce genre de contenu. Voilà, il y a quelques points qui me posent problème et je trouvais que c'était une bonne solution avec un système de contribution qui était finalement à un coût qui n'est pas très important parce que j'ai regardé sur
sur YouTube et sur pas mal de chaînes Bookstagram qui pratiquent déjà ce type d'usage. Les tarifs ne sont pas très onéreux, puis personne n'est obligé, hein, clairement, c'est simplement pour avoir voilà, du contenu supplémentaire et peut-être des choses où je me censure un petit peu moins dans l'exposition voilà, de ce que je pense, de mes analyses d'ouvrages, etc., etc. Et pourquoi pas après s'ouvrir même davantage sur des choses qui sont plus de l'ordre du cinéma, de la théologie, puisque c'est la formation que je fais cette année. Je vais faire un point sur quelques lectures graphiques que je vous ai présentées en début de vlog. Je vais commencer par Même pas peur, je vais vous mettre des incrustes pour que vous puissiez bien voir à quoi le titre ressemble et de quelle manière il se présente. Donc il s'agit d'un livre un petit peu... alors très jeunesse, ça c'est une certitude, mais qui reprend des codes horrifiques. Vous avez notamment le château de Dracula, le cimetière, donc plusieurs scènes dans lesquelles vous devez chercher différents personnages. Donc ça peut être des squelettes, ça peut être des fantômes, ça peut être des vampires aussi. Vous avez ensuite les ruelles sombres, tout un tas de lieux finalement qui sont habités par un imaginaire monstrueux, la maison abandonnée également. Les illustrations font un petit peu peur, mais elles gardent un côté fantastique bien plus qu'horrifique, ce qui rend l'ouvrage tout à fait adapté à un lectorat plutôt jeune. C'est un ouvrage qui est publié chez les éditions Albatros. De manière générale, j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'ailleurs, l'ouvrage est très qualitatif, vous avez un petit peu de surbrillance sur la couverture, mais le reste est complètement matifié. C'est un ouvrage de Stepanka et Sekaninova et Luca Figel, excusez-moi, la prononciation est difficile. Donc c'est un ouvrage étranger qui est traduit ici. Je dirais que c'est un croisement entre le livre découverte et le livre de jeu, donc très original pour un lectorat, comme je vous le disais, jeune, mais qui peut aussi s'adresser à un lectorat un petit peu plus grand si vous aimez bien les petits récits horrifiques. Je poursuis avec ma lecture du tome 2 de Doomsday War, dont je vous avais déjà parlé. C'est de Rikyo Sensen et c'est publié aux éditions Doki Doki. Là aussi je vais vous partager des planches afin que vous voyez un petit peu plus de quoi il s'agit. On a des scènes de combat extrêmement explicites dans cette espèce de battle royale, mettant en scène, il me semble, 8 nations, 8 grandes nations qui s'affrontent. Au cours de cet affrontement, les différents pays sont représentés par un héros, le héros de la nation, qui est chargé donc de gagner ce combat, puisque s'il échoue, la totalité de son pays disparaît. Une espèce d'intelligence artificielle régit en effet la distribution d'oxygène dans les différents états. Lorsque le héros perd, lorsque son pouls s'arrête, l'air est coupé dans son pays. Second tome qui est à l'image du premier, intéressant dans sa forme, je dirais, et dans l'idée qui en est à l'initiale, mais je suis finalement assez sceptique quant au développement de la psychologie des personnages et même plus largement des enjeux qu'on veut mettre en avant dans ce livre. Je pense toutefois que, à la différence du tome 1 qui m'avait largement rebuté, je poursuivrai ma découverte par curiosité. J'aime beaucoup l'aspect sanglant et graphique, on retrouve les codes que j'aime beaucoup dans le manga contemporain, avec ces espèces de traits extrêmement arrondis et ces protagonistes qui sont très travaillés dans leur tenue par exemple, et même dans la, je dirais, la représentation des combats. Donc à voir de quelle manière les choses évolueront. J'ai également lu le 5e tome de Promise Cinderella, publié chez Glénat, et c'est de Oreko Tachibana, une autrice dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises sur la chaîne, puisqu'elle est à l'origine de 2 sagas qui sortent simultanément chez Glénat, à savoir Promise Cinderella, donc cette saga-ci, et Les Noces des Lucioles, dont je vous parlerai plus tard, peut-être pas dans ce vlog d'ailleurs, mais j'ai le 5e tome qui m'attend dans ma palle. Là aussi je vous mets quelques images afin que vous puissiez vous faire une idée, parce que le trait de la mangaka est particulièrement agréable. Dans cette histoire on suit Ayame qui était femme au foyer, qui s'est vue trompée par son mari, qui a quitté son domicile et s'est retrouvée sans nulle part où aller. Elle finit par rencontrer un espèce de gamin insupportable, un gosse de riche, Issei, qui accepte de l'accueillir chez lui. Pour gagner sa place chez lui, elle doit participer à un espèce de jeu sur la vie en général, et elle se retrouve donc avec un certain nombre de défis à relever et de challenges à remplir. Les premiers tomes sont très axés sur ce côté-là qui était assez déroutant à mon avis et assez dérangeant, parce qu'ils en disaient très long sur la personnalité d'Issei. Il se trouve qu'au fil des tomes, cette personnalité change, se métamorphose et devient vraiment plurielle. On a vraiment l'impression d'avoir un personnage qui
qui connaît, oui, une espèce de dichotomie dans sa construction identitaire. C'est très intéressant. Leur relation est très intéressante aussi, même si assez choquante. Dans ce tome-là, on s'intéresse beaucoup plus au passé d'Ayame, on découvre les choses qu'elle a pu vivre avec le grand frère d'Isai puisqu'elle le connaissait. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous révéler trop en avant les tenants et les aboutissants de ce tome, mais c'était assez intéressant et je trouve que la saga se bonifie de tome en tome. Ensuite, j'ai lu Le problème avec les fantômes de Marion Mallet, publié chez les éditions Glénat. Donc là aussi, hein, je vous fais... Je suis obligée de toute façon de vous montrer, comme ce sont des graphiques, de vous filmer les choses un petit peu à part. Ici, on suit donc une jeune fille, alors dont je n'ai plus le nom. Je dois reconnaître que je ne me souviens pas bien des noms des protagonistes, mais on suit un groupe de 4-5 amis, dont une qui est hantée par le fantôme d'un jeune homme qui a plus ou moins partagé sa vie, même si on ignore la dimension véritable de la relation qu'ils ont pu entretenir. Ce personnage fantomatique, il est incarné par une espèce de silhouette jaune, un petit peu informe, dessinée, je dirais, sous la forme plutôt d'un être humain, bien sûr, mais sans les traits caractéristiques du visage qui définissent pleinement l'identité d'une personne. Elle tente tant bien que mal de faire son deuil puisque le fait d'être poursuivie par ce fantôme vient de ce problème-là, du problème qu'elle n'a jamais réussi à accepter le décès de ce jeune homme auquel elle était profondément attachée. Donc on a cette jeune fille un petit peu hantée qui se coupe progressivement de son groupe d'amis et qui un jour donc va les retrouver, leur parler. Il se trouve que le fantôme qui la suit, c'est le grand frère d'une des jeunes filles composant son groupe d'amis. Je suis désolée pour le manque de clarté, mais je n'ai pas le nom des personnages. Cette sœur, elle va être assez jalouse de l'appropriation de la tristesse que semble faire son amie. Elle semble vraiment lui voler sa tristesse, entre guillemets. Elle tient des propos tels que, voilà, que c'est à elle que ce frère devrait apparaître. Alors on n'est absolument pas sur un récit fantastique, on est sur un récit tranche de vie qui parle de la difficulté de faire son deuil lorsqu'on aime quelqu'un véritablement et que cette personne habiter notre quotidien. C'est assez touchant. Les dessins sont, à mon sens, un petit peu trop brouillons. Ce n'est pas forcément ce que j'aime en matière d'illustration. En revanche, j'aime beaucoup les couleurs qui ont quelque chose d'assez doux, un petit peu pastel. Je trouve que ça se prête très bien à cette thématique du deuil et de la nécessité de laisser partir ce qu'on aime. C'est un ouvrage qui est intéressant dans les thèmes qu'il aborde, mais je le trouve un petit peu trop consensuel dans la manière dont il les formule. Aussi, la langue est parlée. Elle est même, je dirais, textée. J'ai l'impression de lire voilà, un snap ou un tweet. Je trouve ça très dérangeant. À mon avis, en tout cas, il y avait d'autres façons de formuler la chose, même si je pense que cet ouvrage pourra tout à fait convenir à un public large. Je ne suis personne pour condamner de manière radicale un titre quel qu'il soit. Mais j'ai été assez déroutée par cette écriture-là et je dois reconnaître que dès les 3-4 premières pages, je savais déjà que la langue me rebuterait sous certains aspects, même si le jeu finalement des différents registres de langue pouvait paraître intéressant, puisqu'on a des moments qui sont nettement plus poétiques et exigeants en matière de langue, ce qui marque d'autant plus le contraste et la capacité donc de l'autrice à jongler avec divers registres de langue. Je poursuis avec Hélène de Windorn, de Bilkis Evely, Tom King et Mathéus Lopez. Là, je vais vous mettre énormément d'illustrations parce que c'est la grande force de ce récit, même si en dehors de cela, je dois reconnaître que le texte en lui-même est assez intéressant. Dans cette histoire, on suit donc une jeune fille qui s'appelle Hélène Cole, qui perd son père Siki Cole, grand auteur renommé, romancier de pulp américain, qui a créé des personnages à succès. Après la mort de son père, elle tombe dans l'alcool de manière vraiment radicale, jusqu'au jour où une femme qu'elle ne connaît pas et qui se présente comme étant sa préceptrice vient la récupérer pour la ramener chez son grand-père. Lors de son voyage, la femme qui est chargée de veiller sur elle, donc sa nourrice, se rend compte de la difficulté que sera sa tâche, puisque Hélène est une jeune fille extrêmement indépendante, autonome et a des idées bien arrêtées, une imagination foisonnante et une intelligence marginale certes, mais extrêmement développée tout de même. La rencontre avec le grand-père va se faire d'une manière assez difficile au départ, puisque c'est un homme taciturne, solitaire,
silencieux, mais Hélène va petit à petit faire tomber ses barrières et partager avec lui des aventures absolument rocambolesques, aventures qui notamment constituaient les romans de son père Siki Cole, puisque dans cet univers, nous voyons en tout cas toute une part de fantastique, voire même de fantaisie apparaître. Et on ne sait jamais si les choses sont dans la tête d'Hélène et de son grand-père ou si elles existent véritablement. C'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant, magnifiquement illustré, que je vous recommande vivement si vous aimez les récits fantastiques, fantasy, avec des illustrations qui sont très adultes, mais très colorées aussi, très riches. Ça m'a un petit peu fait penser à l'Enfust de Troyes dans les illustrations, et moi j'aime beaucoup ça personnellement, même si je peux comprendre que ça ne fasse pas l'unanimité. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon ouvrage graphique que je vous recommande de découvrir. Je n'avais plus de batterie, la luminosité n'est pas meilleure, je m'en excuse. Je continue avec ce titre-là, donc La librairie des coups de cœur de Anne Langlais, qui est censé être un calendrier de Noël. Je n'ai pas du tout aimé ce livre, mais alors pas du tout. C'est une petite romance qui se déroule dans une librairie. On a un jeune homme qui s'appelle Arthur, extrêmement timide, qui rêve de rencontrer le grand amour. Il s'inscrit sur une application de rencontre au départ, les choses ne se passent pas comme prévu. Une de ses camarades de travail se fait licencier ou s'en va de manière précipitée. Ce qui fait qu'une nouvelle collègue doit rejoindre l'équipe, et cette nouvelle collègue se nomme donc Olivia. Voilà, donc elle est un petit peu paumée, elle rêve de partir à l'étranger. C'est une jeune fille assez avec beaucoup de personnalité, et Arthur ne va pas forcément adhérer d'ailleurs à cette personnalité. Mais petit à petit, un lien va s'établir entre les deux. Je n'ai pas terminé ma lecture, alors je vous montre, c'est écrit extrêmement gros, je vous l'avais déjà montré en book-haul. Je ne vais pas m'appesantir, j'ai trouvé que c'était assez plat. Je vous avais déjà expliqué en book-haul que je pensais qu'il s'agissait d'un livre équivalent à Cœur cerise, Cœur coco, Cœur guimauve, etc. de Katy Cassidy, qui sont des titres marketés très jeunesse et très fille entre guillemets par Nathan, mais qui fonctionnent du tonnerre quand je les mets en classe, et qui en plus de ça abordent des thématiques très importantes. Là ici j'ai trouvé que c'était un petit peu insipide, que c'était pas bien écrit spécialement, et j'ai pas envie de découvrir ce que fait l'autrice de manière générale. Ça m'a largement suffi. J'ai pas envie de traîner à vous parler de ça. J'ai dû lire un tiers du roman et je me suis dit alors par contre ça se lit à une vitesse sidérante, c'est-à-dire que si vous le prenez comme un calendrier, que vous faites un chapitre jour, votre chapitre est lu en 5-6 minutes, ce qui est assez je sais pas, c'est assez inconsistant en fait, donc ça m'a pas beaucoup plu. Ensuite, j'ai lu Un soupir face aux troubles du comportement alimentaire de Lola Ronco. C'est publié chez L'Harmattan, donc c'est L'Harmattan qui me l'a fait parvenir, je les remercie. Et c'est dans la collection Récits de vie, série Santé et maladie. C'est un texte écrit par une adolescente, donc c'est quelque chose à noter parce que dans la plume, il y a des choses qu'on sent assez... je vais pas dire fragile parce que je trouve que c'est un petit peu prétentieux formulé de cette façon, mais qui ne sont pas qui manquent un peu d'élégance parfois, ou qui sont un peu trop répétitives. Cependant, c'est un témoignage que je trouve intéressant dans sa construction, parce qu'on passe donc de moments à l'hôpital à des moments postérieurs, à des moments antérieurs. On a vraiment cette chronologie qui est finalement, je dirais, assez sinueuse, elle serpente de manière un petit peu aléatoire, et je trouve qu'en cela ça illustre bien à quel point les troubles du comportement alimentaire égarent celui qui en souffre dans les méandres du temps, de l'esprit, de la mémoire. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est presque traité comme quelque chose de fantastique, c'est-à-dire fantastique au sens littéraire, c'est-à-dire comme une entité propre. Et j'aime bien ce traitement. Alors je ne l'aime pas dans tout le temps, mais je trouve qu'ici c'est bien fait, c'est élégamment fait. Je trouve que quand même, donc la jeune fille qui a écrit ce titre, encore une fois... est très jeune, donc je trouve qu'elle a une plume intéressante qui mûrira encore, donc je pense que ça peut devenir vraiment intéressant. Ça, c'est un témoignage, donc je vous en ai parlé aussi, là aussi en book-haul dernièrement, même si je suis passée assez rapidement sur la question. Je trouve que c'est quelque chose qui se perd au profit de l'autofiction, donc on a eu la grande ère de l'autofiction au début... milieu 20e, et puis une énorme explosion de ce genre-là
avec Amélie Nothomb, je dirais, hein, ou peut-être un petit peu après. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on ne voit que ça, au détriment donc des témoignages que je trouve parfois très intéressants. C'est différent d'un ouvrage de fiction pure, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se raconter au travers d'un récit autobiographique. Donc c'est très intéressant, ça soulève plein de questions sur notre construction propre et notre manière de parler de nous, de notre vie et des projections qu'on peut avoir. Pour tout ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est un titre qui se lit extrêmement vite et c'est une thématique qu'on ne voit plus trop dans la littérature. J'ai vu que dernièrement, Tombé du ciel chez l'Iconoclaste traitait de cette thématique-là et je ne le savais pas, donc c'est un ouvrage que je lirai prochainement, je me le procurerai, je le lirai. Je pense pas que ce soit un sujet qui est perdu de son actualité, je trouve ça dommage qu'on en parle moins ou alors qu'on le voit pratiquement que dans la littérature très très jeunesse. D'ailleurs j'ai relu récemment, mais je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo, je vais essayer de faire une vidéo dédiée aux livres que j'aimais énormément adolescente. J'ai relu récemment, je vous le mets en photo, Piégée de Maria Hornbacher, qui est un de mes livres favoris de tous les temps. C'est-à-dire que là, à la relecture, je me suis rendu compte que je connaissais encore certaines portions de texte par cœur, parce que ce texte m'avait habité, possédé, je l'avais aimé d'une manière vraiment d'une intensité rare, c'est vraiment rare. Ce texte, je le trouve bouleversant et incroyable, et pourtant c'est un témoignage. Je rentrerai plus dans les détails plus tard. La mise à mort du tétralyre de David Combet, publié chez Glénat. Alors là, c'est un ouvrage vraiment vraiment costaud. Je vous mets des planches une fois de plus. Donc déjà, vous vous en doutez au vu de son gigantisme, c'est un ouvrage qui est assez onéreux, il est à 30 €. Je précise, il est pour public averti, il y a des scènes extrêmement explicites à l'intérieur. On va traiter de la difficulté de Pierre à assumer son homosexualité puisqu'il grandit avec un père et un oncle, il me semble, qui souhaitent absolument valoriser je dirais les caractéristiques virilistes, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, chez ce jeune homme qui lui est rêveur, aime les choses bien plus artistiques, bien plus éthérées, et ne s'intéresse ni à la pêche, à la chasse, à la randonnée ou au fait de camper dans les bois par exemple. Il se rend compte qu'il se construit en opposition avec ce père qui jusque-là devait être un espèce de modèle. Plus il en découvre, plus il essaie de refouler sa nature profonde. Et évidemment, ce que ça cause, c'est la relation s'effile petit à petit. Et ce qui est très compliqué pour Pierre, qui donc va se retrouver à 30 ans, toujours dans cette incapacité de trouver sa place parce que tiraillé entre deux choses, le plan émotionnel et artistique qui le caractérise et auquel il aimerait pleinement adhérer, et de l'autre côté les attentes que son père, sa famille, la société peuvent avoir le concernant. Il est vraiment dans une posture, je dirais, extérieure, comme spectateur de sa propre existence. D'ailleurs, on a de nombreuses planches qui font presque penser à quelque chose de l'ordre du cabaret, dans les illustrations, dans les formes que prennent les personnages, comme si on était dans une espèce de danse et donc de soirée, donc de fausseté quelque part un petit peu. Et voilà, c'est le sujet. Donc c'est un livre assez difficile dans le sens où on a de l'empathie pour le personnage. Je trouve que les dessins sont très jolis, mais c'est pas forcément ce que je préfère lire. Même si là je dois reconnaître que j'ai apprécié la densité parce que la BD est quand même assez costaud, et du fait qu'elle se le permette de compter un certain nombre de pages, un certain nombre d'illustrations, les choses sont plus explicites, et je trouve que c'est une thématique qui est quand même difficile à aborder en BD, cette question de la construction identitaire, surtout si on veut aborder tous ces prismes là, le prisme de l'attente sociétale, l'attente familiale, et derrière les attentes que nous avons nous-mêmes. Donc pour ça c'était pas mal, mais j'ai trouvé, voilà, il y avait des scènes qui étaient un petit peu trop explicites pour moi. Il y avait aussi des moments de nudité qui à mon sens n'avaient pas forcément leur place à ce moment-là. Donc pour toutes ces raisons, je sais pas, c'est un petit peu un point d'interrogation pour moi. C'est pas un texte que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il y a des... Ouais, je sais pas, je pense à des BD sur la question que j'ai adoré. Je pense à Le bleu est une couleur chaude par exemple, ce type de titre, mais là ouais, j'adhère
pas vraiment. Alors je sais pas si c'est parce que le protagoniste est plus âgé aussi et que du coup je me sens... je sais pas, j'ai pas la même perspective peut-être de la masculinité à cet âge-là, je sais pas, ça vient peut-être de ma perception des choses, je m'y suis pas assez penchée pour l'instant. Mais ouais, ça m'a moyennement convaincue. J'ai à peu près fait le tour. Je suis en train de travailler sur plusieurs vidéos. Donc je suis en train d'en préparer notamment 3 si possible. Parce que j'ai fait une liste assez conséquente des choses que je voudrais tourner. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. J'ai tourné une vidéo qui était donc 10 livres pour l'automne. Je pensais pas faire cette vidéo là. Et puis ça m'est venu de manière subite. Je me suis dit j'ai envie de parler de 10 titres que j'aime bien de manière assez succincte. Donc je me suis lancée directement. Là ce que j'ai envie de faire c'est de lire donc 6 favoris de booktubeuses que j'aime bien. Donc j'ai essayé de faire quand même quelque chose d'intelligent, combiner Mappal ainsi que Mappal du Pumpkin Autumn Challenge et ces favoris là. Ce qui me permet je dirais de réécouter un petit peu les chroniques de ces personnes que j'aime bien et en même temps de conserver cette espèce de trame que je m'étais donnée pour cet automne en matière de lecture. Donc je vais avancer là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont seulement des titres dont je vous ai déjà parlé, mais actuellement je suis en train de lire donc un dont je vous ai pas parlé par contre, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. Je suis assez impressionnée parce que je m'attendais à ce que ce soit un flop total, parce que je suis pas vraiment le public cible de ce type de titre. Et pourtant je trouve que c'est très bien écrit, je trouve que les personnages sont intéressants. Alors oui, il y a des choses qui sont convenues, qui sont attendues, qui sont pas... c'est pas transcendant, mais c'est bien écrit, c'est élégant, c'est poétique. J'aime beaucoup cette espèce d'atmosphère 19e qui accompagne un petit peu nos personnages. Il me semble qu'au bout d'un moment, on aura une toile de fond liée au fantastique aussi, donc j'ai hâte de voir ça. Mais pour le moment, je passe un bon moment. Je reviendrai vers vous un peu plus tard, je vais continuer à vérifier le book haul que j'ai filmé. Donc je reviendrai certainement demain ou après-demain, en tout cas dans les jours qui viennent. Je vais essayer de finir Divine Rivalité rapidement. Pour moi c'est un exploit, il est 21h50, je ne suis pas au lit, je suis encore en train de faire du montage. C'est pas arrivé depuis le début de l'année, donc je vous avoue que j'espère être en forme demain à 6h quand je vais devoir me lever. Mais bon, au moins je prends un petit peu d'avance et ça me soulage. Voilà, je vous dis à plus tard. J'ignore tout de ce que donnera le format de ce vlog puisque j'ai finalement tourné de manière très entrecoupée avec des laps de temps variables et parfois assez importants. Je suis en vacances depuis vendredi, nous sommes mardi. Je suis partie samedi matin pour Lyon pour rejoindre mon grand frère et fêter l'anniversaire donc de sa copine. J'ai pas pu filmer mais nous avons également assisté à une représentation Candlelight, donc si vous ne connaissez pas, ce sont les spectacles durant lesquels vous avez un quatuor à cordes qui, selon un thème préalablement défini, joue un certain nombre de morceaux. Donc ici c'est un hommage à Joe Hisaishi, donc le compositeur vedette des studios Ghibli et qui collabore sur la totalité des films de Miyazaki. C'était une très belle expérience qui durait 1 heure seulement, mais je pense que c'est suffisant parce que je me suis rendu compte qu'on est assez peu familier de la musique classique
tout du moins sur des termes assez longs, et je dois reconnaître que c'est une heure de satisfaction assez grande, puisque il n'y a aucun moment d'ennui, aucun temps mort. C'est vraiment très agréable, et c'était très beau. C'était dans une petite chapelle qui était donc chapelle d'un collège ou d'un lycée privé, je ne sais plus. Vraiment magnifique spectacle. Puis nous sommes rentrés sur Clermont. Arrivé sur Clermont, nous n'avons pas fait grand chose puisque nous étions dimanche. Tout ça pour dire que le lendemain nous sommes allés à Vulcania, c'était pas mal. Et nous sommes passés au Bibliovar. Je ne vais pas vous montrer ici ce que j'ai pu acquérir parce que je garde tout pour le book haul que je vais filmer prochainement. J'ai dépensé 20 €, ce qui représente 8 livres achetés sur place. Mais comme je vous le disais, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Nous sommes rentrés, j'ai corrigé toutes les copies, donc de toute une partie de mes copies de 4e. Et ce matin, j'en ai fait de même. Il est maintenant 14h40 parce que le temps passe beaucoup trop vite. Je viens à peine de reprendre la caméra pour à l'initiale clore ce vlog, mais il se trouve que j'ai décidé avant cela de faire une petite lecture graphique dont je vais vous parler ici. Je vais me lancer là, ça va me faire une petite pause avant de reprendre J'étais en train de scripter une vidéo pour tout vous dire avant de prendre la caméra. D'ailleurs, vous devez le voir, j'ai une pile ici assez conséquente des ouvrages sur lesquels je suis en train de travailler. Et ensuite, je souhaiterais ouvrir un nouveau vlog puisque je vais faire étudier La promesse de l'aube à mes élèves de 3e dans le cadre du récit autobiographique. Mais je vais le faire étudier dans cette édition-là et non pas dans l'édition qui est ici. Cependant, je vais... Donc c'est une lecture que j'ai déjà effectuée format papier, où j'ai relu de très nombreux extraits aussi. Cette édition-là comprend en réalité la première partie de l'édition complète. Franchement, je suis assez déçue de voir que les prix sont aussi onéreux au niveau des poches, c'est-à-dire que celui-ci, je n'ai pas pu le faire prendre en version intégrale, j'aurais bien aimé, ils sont en 3e, donc je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir des titres dans des formats classiques et des romans intégrales. Le problème, c'est que ce titre-là, il me semble qu'il était à 10 €, et je ne peux décemment pas demander un ouvrage à 10 € quand c'est le premier de l'année, et que je vais encore en avoir 3, 4, 5 à demander. Donc j'ai été obligée de faire un compromis pour celui-ci, mais qui coûte également 6 €. Donc je suis un petit peu troublée et déçue, d'autant qu'il me semblait que Romain Gary pouvait tout à fait être adapté à un public de 3e et que ça allait changer un petit peu du 19e siècle qu'on étudie tout de même assez largement en 4e. Ça permet d'ouvrir à de nouveaux horizons, de fréquenter une langue qui est un petit peu plus familière, et puis le ton de Gary donne l'amour de la littérature à mon sens. On a vraiment quelque chose de très humain, de très dynamique, de très familial aussi, et franchement c'est dommage qu'il n'y ait pas une maison d'édition qui se donne la mission de publier ce titre à des prix convenables pour une étude en classe. D'autant que pour ceux qui ne sont pas enseignants, vous étiez peut-être habitués, vous, quand vous étiez dans les établissements scolaires, à avoir des séries disponibles. Les séries disponibles, c'est quelque chose qui existe, mais le budget n'est pas illimité lorsqu'on est plusieurs collègues à travailler. Dans mon établissement, cette année, on est 4 sur le niveau des 3e. Personne ne travaille la même œuvre autobiographique, on ne peut pas tous demander quelque chose de différent. Alors nous avons certaines séries, je pense à Antigone par exemple, que nous ferons étudier tous les 4 cette année, il me semble. Mais voilà, comment mettre à disposition cet ouvrage en sachant qu'on doit se mettre d'accord pour les progressions des brevets blancs, donc les choses qu'on voit avant les brevets blancs. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les séries soient disponibles pour tous les élèves à des moments similaires? C'est impossible. Donc voilà, c'est à mon petit regret. Et d'autant que je trouve que vraiment publier une partie du roman de Gary, parce qu'en réalité si on plonge dans la forme même du texte, le texte est ici et là j'ai un dossier. Je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bref. J'ai donc prévu de faire un vlog de relecture de La promesse de l'aube. Alors ce vlog il va avoir plusieurs utilités, plusieurs perspectives. La première, c'est évidemment de faire quelque chose qui ressemble un petit peu au vlog que j'avais fait sur le Comte de Monte Cristo, à savoir un vlog dans lequel j'étudie le texte plus en détail, dans lequel je prends le temps avec vous de discuter les choses qui m'ont plu, celles qui m'ont moins plu, celles qui m'interrogent, celles qui, je sais pas, trouvent leur écho dans d'autres parties ou d'autres œuvres de Romain Gary. Et l'autre chose, c'est que ça va m'aider à dégager les pôles d'études pour ce texte, puisque j'ai les 3e pour la première année et qu'il faut que je travaille ma progression.
pour l'étude de cette œuvre qui prendra donc en théorie effet à partir de la rentrée et qui ira donc jusqu'aux vacances de Noël. En sachant que j'aimerais également leur faire étudier des extraits des parties 2 et 3, parce qu'à mon sens, c'est là aussi difficile de lire La promesse de l'aube de Romain Gary sans lire la fin, qui a quand même quelque chose d'extrêmement marquant, et qui fait qu'on se rappelle de cette œuvre et qu'on l'aime particulièrement. Donc ça c'est mon petit projet du jour. Ensuite j'ai donc, la pile que vous avez vue derrière moi, c'est la vidéo que je suis censée tourner depuis cet été, qui est donc les livres qui sont là. C'est la vidéo sur mes classiques favoris du XXe siècle. Beaucoup de travail. J'ai commencé à tout ficher, c'est ce que je faisais juste avant comme je vous l'ai expliqué, puis je me suis mise à faire l'introduction du vlog Romain Gary. Là maintenant j'étais en train de lister pour des vidéos bien plus brèves et bien moins exigeantes, qui sont en projet pour la chaîne, les 7 classiques que je dois absolument lire, donc les gros classiques, je dirais les gros piliers, les gros espèces de murs et de fondements de la littérature que je n'ai pas lu. Et ensuite 7 classiques que je ne veux pas lire parce que je trouvais que faire les 2 vidéos en miroir, ça pouvait être intéressant aussi de voir ce que je suis encore très largement et ce que je perçois comme étant le devoir absolu de lire, entre guillemets. Et j'aimerais bien pouvoir expliquer cette dissonance entre les deux, pour quelles raisons j'estime que certains classiques doivent impérativement être lus et d'autres pas, ce qui amène à une autre interrogation qui pourrait faire l'objet d'une vidéo, à savoir qu'est-ce que véritablement un classique. Mais je dois reconnaître qu'actuellement je ne peux pas me pencher sur une vidéo qui me demanderait de faire de la recherche approfondie d'un point de vue littéraire. Puisque même si je compte évidemment lire les ouvrages de l'agrégation, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, mais donc nous sommes aux vacances de Toussaint. C'est très tardif pour commencer à prendre connaissance des ouvrages de l'agrégation. Mais comme je vous l'avais dit, cette année, je me disais que je balayais un petit peu la chose, que je suivais une méthodologie simple qui consistait à donc lire des sujets, des corrigés, les ouvrages et à me présenter aux épreuves en sachant que je ne me suis pas inscrite, donc, que je repousse beaucoup parce que je me pose la question. Donc les inscriptions officielles, il me semble, se terminent le 6 novembre. Je me pose véritablement la question du caractère judicieux de la chose parce que je suis très investie dans ma licence de théologie, je m'y sens très bien. J'ai terminé notamment mon premier partiel de méthodologie universitaire qui consistait à présenter mon projet et à segmenter mon travail sur l'année totale. J'ai également commencé à travailler sur le second projet de méthodologie qui ici demandait de montrer de quelle manière on fichait les ouvrages sur lesquels nous travaillons, donc en gros de faire une espèce de fiche de lecture type d'un ouvrage que sélectionné. L'ouvrage que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Je vous le montre parce qu'il est bref et il est très intéressant. C'est Comment la Bible fut écrite de Pierre Gibert, donc je l'ai largement annoté. Et je ne l'ai pas terminé en revanche puisque je travaille sur la rédaction de mon devoir dans le même temps. Donc j'ai un code couleur ici. Et ensuite je note les choses un petit peu clés qui m'intéressent concernant donc la construction de la Bible d'une part et cette interrogation de comment la Bible fut écrite, en sachant que ce sur quoi on insiste largement, c'est le caractère pluriel de la Bible, le fait qu'il s'agisse d'une véritable bibliothèque au sens strict. C'est une multitude de livres qui se trouvent rassemblés et qui reprennent donc l'histoire du peuple juif, puis ensuite, lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, donc l'histoire effectivement des apôtres, la vie de Jésus et le message donc qu'il délivre. C'est très intéressant parce que c'est une très bonne introduction, donc ça reste assez sommaire, mais j'ai vraiment voulu me tenir aux demandes des enseignants qui sont celle de respecter le fait que cette année est une première année de licence. Et je dois reconnaître que ça m'a largement soulagée parce que j'avais passé peut-être une vingtaine d'heures sur mon devoir de méthodologie, le premier. En sachant que, je pense, c'est un devoir qui aurait pu être réalisé en 2 heures. Il faut que je sorte de cet aspect beaucoup trop perfectionniste. Je reprends mes textes, je les reprends, je les reprends. Je me relis une multitude de fois, je me corrige, je me recorrige, je change des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être changées et qui parfois me ressemblent moins, donc dans la version définitive que je choisis. Je trouve ça dommage. Je vais faire confiance aux enseignants et suivre donc cette ligne directrice qui est celle de respecter le fait que c'est une première année et respecter le fait également que c'est une reprise d'études qui est exigeante en parallèle de YouTube et de l'enseignement.
et du fait que je veux continuer à mener ma vie comme je l'aime, c'est-à-dire lire les ouvrages qui me plaisent, voyager un petit peu, voir mes amis, faire du sport, bref, je ne veux pas m'amputer de choses qui font partie de mon... enfin, qui contribuent largement à mon équilibre. Tout ça pris ensemble, ça me donne matière à réflexion sur ce projet de l'agrégation, donc à savoir... est-ce que je m'inscris, en sachant que si je m'inscris, je me connais suffisamment pour savoir que je vais vivre, contrairement à ce que j'ai pu dire et à ce que je veux dire, la chose comme un échec si je n'arrive pas à m'investir dans tout, alors qu'il est absolument normal de ne pas réussir à tout faire d'un seul coup, à être sur tous les fronts, à être investi de la même façon, à aimer tout faire de la même façon. Donc, c'est une grosse hésitation pour l'instant. Je me dis que même cette idée de passer le concours pour voir ce que ça donne, c'est peut-être pas ma priorité cette année. D'autant qu'on vient de s'installer dans un appartement plus grand, dans lequel on peut un peu plus prendre nos aises, mais nous sommes tout de même en train de discuter d'où nous aimerions demander notre affectation pour rejoindre un petit peu plus nos amis, notre famille, être dans un endroit qui nous plaît un petit peu plus. Et tout ça pris ensemble, toutes ces incertitudes, pour moi ce n'est pas le terreau le plus fertile pour me lancer dans quelque chose qui m'angoisse beaucoup, à savoir un concours qui remettrait largement en question toujours et de manière récurrente. C'est triste quand on y pense, mais chaque échéance scolaire de ce type-là me pousse à une remise en question accrue de mes compétences, de mes capacités, ce qui est très bien sur le papier, mais ce qui en termes de vécu et en termes de ressenti émotionnel est assez épuisant, surtout quand on est face à des adolescents toute la semaine qui, eux, ont vraiment besoin d'être valorisés, de se sentir soutenus, d'être écoutés, etc. Et en fait, je crois que j'ai pas l'énergie. Là, je me rends compte de ça. Je me rends compte que mon énergie a trouvé sa limite. Là, je ne peux pas, comme je vous le disais, faire du sport, YouTube, ma licence, enseigner convenablement, préparer les cours des 3e, voyager un petit peu, avoir une vie sociale, mais même ne serait-ce qu'un film et lire un petit peu. Voilà, je pense que c'est pas possible. Donc à voir de quelle manière j'appréhenderai les choses, peut-être que je les vivrai un petit peu plus positivement lorsque j'aurai récupéré, parce que je suis très fatiguée en ce moment, je pense que vous le voyez, ce qui est logique, hein. Forcément j'ai voulu corriger rapidement mes copies parce que je veux pouvoir être sereine quand je travaille pour YouTube et ne pas me dire que le temps que j'octroie à YouTube c'est un temps que je n'octroie pas à mes élèves alors que je devrais le faire, etc., etc. Bon, il y a toutes ces choses là qui sont finalement assez je sais pas, qui peuvent paraître superficielles mais qui en fait me travaillent de manière continue. Bref, donc j'avais déjà cette culpabilité de partir quelques jours avant d'avoir terminé mon travail scolaire quand je suis partie à Lyon. Là, on part à Barcelone jeudi pour 4 ou 5 jours, je ne sais plus. Je crois que j'ai réservé pour 5 jours. C'était très peu cher, on part de Montpellier, je crois que le bus m'a coûté une trentaine d'euros. Sur place, j'ai réussi à trouver un logement pas mal, pour pas trop cher. Et Barcelone, j'y suis allée une fois quand j'avais 18 ans, je n'en ai aucun souvenir. Donc c'était vraiment un voyage express, on avait passé un jour là-bas et les souvenirs que j'ai sont, voilà, encore une fois très diffus parce que je n'avais pas du tout la même vie que maintenant. Et c'est vrai que je regrette un petit peu. Voilà, donc je suis contente qu'on puisse réitérer cette expérience. J'espère qu'on aura un petit peu de soleil parce que même si j'apprécie grandement l'automne, je dois reconnaître que j'ai besoin de luminosité actuellement. J'ai besoin de quelque chose qui me met un peu de baume au cœur et qui me donne envie de sortir. Ceci étant dit, parce que j'ai l'air un petit peu triste là tout de suite, donc je vous le dis, quand je ne peux pas faire de sport, donc là ça fait plusieurs jours que c'est pas le cas, quand je peux pas sortir courir, marcher ou faire un petit peu de sport à la maison, etc., je suis extrêmement frustrée. Et là c'est vrai que j'ai pas pu le faire ces derniers temps. Aujourd'hui il pleut alors que j'avais prévu d'aller courir et ça m'épuise d'avance de savoir que je vais passer la journée sans me dépenser véritablement physiquement. Bref, tout ça pris ensemble, plus tout ce que je compte faire sur la journée, ça commence à devenir problématique. Bon, maintenant que j'ai très largement, je dirais, fait un update existence banale, quotidienne et remise en question perpétuelle, je voudrais aborder plusieurs choses avec vous. J'en ai parlé très évasivement dans le début de ce vlog. Il faudrait que je me penche plus sérieusement sur la chose. J'aimerais, alors oui évidemment il y a la dimension de c'est plutôt chouette d'avoir une valorisation de son travail, etc. sur les réseaux, je vais pas dire le contraire, mais c'est plus pour une question d'intimité et de pouvoir m'exprimer plus librement. Je souhaiterais créer un mode de souscription sur YouTube. Avec ce mode de souscription, donc, je pourrais partager des contenus qui sont un petit peu plus spontanés, alors qui viseront peut-être un petit peu plus à parler de choses
quotidienne ou de mon travail. Donc beaucoup de l'éducation nationale, beaucoup de pédagogie et beaucoup de mes remises en question quant à mon métier d'enseignante, mais également quant à ma licence de théologie et à mon parcours en théologie. Parce que j'ai beaucoup de mal à envisager aujourd'hui, au vu de comme les choses sont compliquées dans la société à aborder. En tant que prof, j'ai du mal à aborder l'idée de mettre en ligne du contenu qui parle de ma licence de théologie. Et je sais que ça peut paraître bizarre, mais je me demandais pour quelle raison je ne vous avais rien présenté jusque-là, mais c'est ce qui cloche pour moi. J'ai l'impression que quoi que je fasse, ce sera perçu comme le fait que, en tant qu'enseignante, je n'ai pas à faire une licence de théologie axée donc en plus sur une religion définie, parce que j'aurais très bien pu faire une étude générale des religions, il se trouve que ce n'est pas ce que j'ai choisi. Donc je dois admettre que tous ces choix-là, j'aimerais beaucoup en parler, mais je n'ai pas envie de le faire sur YouTube au sens public du terme. Donc je trouve que la méthode de la souscription est la meilleure. Après, je ne me suis pas encore assez renseignée sur la différence entre Patreon et les souscriptions YouTube. Il faut que je me penche un petit peu plus en avant sur la question. Il faut également que vous puissiez me dire ce qui vous intéresserait, parce que si je me lance dans ce type de création, je ne veux pas que qui que ce soit se sente floué parce qu'il y a une participation financière ou que ça donne l'impression que je monétise entre gros guillemets ce que je fais sur les réseaux. En sachant que j'ai toujours vraiment, c'est un point d'honneur pour moi, depuis que j'ai commencé à faire des choses sur les réseaux, je n'ai jamais eu de partenariat. Je vous ai jamais parlé d'une bougie, d'un thé, même d'applications que pourtant j'utilise comme les applications audio, voilà. Donc j'ai fait une fois une collaboration avec Audible il y a très très longtemps, la vidéo n'est même plus en ligne sur la chaîne, et c'était une collaboration gratuite, j'avais juste eu 3 crédits audio. J'ai fait une collaboration très rapide il y a quelques années sur Instagram avec Zodio, je crois que c'était Zodio, ou je sais plus, une marque d'écouteurs sans fil. J'avais plus d'écouteurs, j'étais étudiante, j'en avais besoin, j'avais accepté la collaboration, mais sinon depuis j'ai tout refusé, et pourtant j'ai refusé des marques que je vois apparaître très largement sur les comptes de bon nombre de booktubeuses que je suis et que j'aime beaucoup, hein, je ne juge absolument pas. Mais moi je ne me sens pas d'une part ni la rigueur ni la légitimité à vous parler voilà, d'un déodorant, d'une bougie, d'un thé. À mon sens, c'est pas mon rôle, et puis même si je le faisais, je me vois mal être payée pour ça. Alors peut-être qu'un jour je me dirais why not, après tout ça me permet de créer plus de contenu, ça me permet de dédier plus de temps à faire quelque chose de qualitatif ici. En tout cas pour le moment je ne trouve pas mon compte. Donc pour garder au maximum cette espèce de ligne de création, je dirais propre, et je sais pas, rester un petit peu complètement indépendante dans ce que je peux dire. C'est vrai que je trouvais que ce système de souscription était bien pour ne pas avoir à me censurer. J'ignore si les choses auront été très claires, mais j'espère que vous comprenez un petit peu l'idée. Donc c'est ce que je souhaiterais faire, voilà. C'est vrai que je pense que, en tout cas, je pourrais pas faire de vidéo plus approfondie sur mon expérience dans l'éducation nationale ou sur ma licence ici. Donc ce qui m'est apparu le plus logique, c'était de vous proposer cette alternative là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas, et si ça vous intéresse, si vous êtes déjà par exemple je sais pas, abonné au contenu de certaines personnes. Bref, je dois reconnaître que j'y vais à tâtons, je ne connais absolument pas cet univers, même si pour ma part j'ai déjà souscrit à plusieurs chaînes YouTube. C'est quelque chose que j'ai arrêté parce que financièrement je pouvais pas toujours le faire, mais c'est vrai que j'avais souscrit à plusieurs chaînes à un moment et j'étais très contente de ça. J'adapte toujours mes abonnements à ce que je regarde à ce moment-là. Encore une fois, comme je vous le disais, je peux pas toujours rester abonnée à tout le monde, mais j'essaye au maximum, surtout quand je vois des contenus qui sortent, qui me plaisent et qui, je le vois, demandent énormément de travail. Je trouve que c'est une belle façon de remercier aussi la personne pour le travail fourni. Bref, je vais arrêter d'épiloguer, je pense que j'ai pas besoin de justifier plus en avant ce que je viens de vous dire. Vous avez tous les éléments en tout cas qui m'ont fait réfléchir à cette idée-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si éventuellement ça peut vous intéresser. Je vais donc lire le graphique dont je vous parlais, je vais le chercher.
Alors j'avais hâte de le recevoir, il est énorme, hein. Il me vient de la part des éditions Glénat que je remercie infiniment pour l'envoi. Il s'agit de Kennedy de Pelaez et Katou. Donc on va parler plus généralement du clan Kennedy comme on l'appelle et de ses influences sur les États-Unis. Vraiment je suis très curieuse de le découvrir. Je n'étais pas forcément intéressée par cette partie de l'histoire, mais j'ai lu cette année 22-63 de Stephen King et j'ai tellement aimé ce livre-là que je voulais en savoir plus sur Kennedy, sur ce que ça représentait aux États-Unis, sur le clan en lui-même, etc., etc. Et je pense que cette BD va répondre à toutes mes questions. Encore une fois, comme je vous le dis, c'est un énorme, vraiment un énorme bébé. Je vous ferai des plans, de toute façon, il faut que je les filme d'ailleurs. Je dois vous en insérer plusieurs des autres graphiques dont je vous ai parlé. C'est un ouvrage qui vaut 38 €, donc il est assez onéreux, mais il est vraiment qualitatif. Je pense qu'il ne craquera pas à la lecture. Vous avez quelque chose que j'aime beaucoup aussi, si j'arrive à le sortir. Vous avez un marque-page intégré. C'était quelque chose qui se faisait énormément avant. Alors c'est toujours d'actualité, il me semble que les reliés ont remis ça à la page, à la mode. Donc oui, des petits marque-pages comme ceci. Et j'aime beaucoup, surtout sur une BD aussi conséquente, je pense que c'est nécessaire. Donc je vais lire ça, je vous ferai un retour et je pense qu'on pourra se dire au revoir pour ce vlog et on se retrouvera une prochaine fois. Nous sommes le lendemain, je viens pour clore ce vlog. J'ai terminé la BD dont je vous parlais hier, qui est donc Kennedy's, qui retrace la totalité de... Alors la totalité, non, on part du père de John Kennedy et on essaie de comprendre à partir de là le mythe qui plane autour donc de cette famille qui connaît de très nombreux malheurs jusqu'à ce qu'on appelle même la famille sous l'appellation donc les Kennedy maudits, enfin la malédiction des Kennedy. Donc nous suivons dans un premier temps Joseph P. Kennedy, surnommé Joe. Ça occupe tout de même une bonne part du récit, je dirais le premier tiers. Je vous mets en insert évidemment des images. C'était une partie très intéressante que je ne connaissais pas du tout sur l'immigration irlandaise au début du 19e siècle aux États-Unis, et donc de l'arrivée de cet homme qui n'a finalement rien mais qui va réussir à bâtir un empire à partir de connaissances assez sommaires et de très larges privations. Cet homme, il va verser dans tous les pans importants de l'époque, particulièrement le cinéma. Il va richement investir dans les productions hollywoodiennes et se faire un nom, fréquenter de grandes actrices de l'époque. Il va également avoir, donc il me semble que c'est 9 enfants, oui ça, ils sont 9 enfants. 9 enfants dont John Fitzgerald Kennedy est le 3e. On va suivre majoritairement les 2 frères les plus âgés, donc Joe et John. Et on va parler également un tout petit peu de Rosemary. Le récit s'ouvre d'ailleurs sur une scène assez difficile de cette jeune fille que finalement le père considère comme anormale. Et pour la soigner, décide donc de la soumettre à une lobotomie. La lobotomie va échouer. C'est l'un des éléments tragiques qui heurte la famille Kennedy à ce moment-là. Il faut savoir qu'il ne parle à personne de cette opération et que John, son frère et sa femme apprendront la chose plus tardivement puisqu'il prévoit et qu'il le fait, de faire passer sa fille pour malade et comme étant dans un centre de soins. Et on arrive ensuite sur ce que je vous expliquais juste avant, c'est-à-dire l'immigration irlandaise de la famille Kennedy aux États-Unis. Ensuite, on va rentrer dans tous les affres un petit peu plus politiques, jusqu'au moment où on va parler plus grassement des 2 frères, donc Joe et John. Oui, Joe et John, je suis désolée, il y a une grosse confusion avec les noms, les prénoms, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est très redondant. Les 2 frères vont participer à la Seconde Guerre mondiale. Joe va périr durant une opération militaire dans une explosion d'avion. Il était dans l'aviation et on a un épisode également qui nous est rapporté, qui est donc un épisode de vie du président qui lui se retrouve dans un sous-marin qui explose et survit sur une île déserte avec son régiment. Bref, tout ça pour arriver donc au moment que nous connaissons tous, donc la partie politique de la vie de Kennedy. Et là, je dois reconnaître que ça m'a beaucoup intriguée et que je suis allée consulter quelques vidéos parce que le texte laisse, je dirais, une grande ouverture quant aux hypothèses... aux justifications formelles, scientifiques et strictes qui expliquent la mort de Kennedy. On a des scènes avec Jackie Kennedy qui sont très marquantes, notamment une où elle refuse d'enlever sa robe de première dame parce que
parce qu'elle recouvre du sang de son mari, qu'elle veut montrer donc à la société ce que la société lui a fait subir. Ensuite, nous avons donc une scène de clôture qui reprend, une scène en tout cas qui vient clore le récit et qui met en scène le restant de la famille Kennedy. Et donc le texte se ferme sur, et c'est ce sur quoi je vais rentrer dans les détails parce que là les éléments sont tellement nombreux. Je vous recommande cette BD, elle est très chargée. En revanche, lisez-la de manière un petit peu plus segmentée que ce que je l'ai fait, parce qu'en réalité la vie des Kennedy est d'une telle richesse qu'on s'égare très rapidement dans les dates, dans les prénoms, dans les événements troublants. On a envie de s'intéresser un petit peu à tout, on a tendance à, je dirais, papillonner d'une thématique à une autre. Donc si vous en avez l'occasion, lisez peut-être ce titre partie par partie, il le mérite au vu de sa densité. Donc en fin de BD, vous avez tout un dossier. Dans ce dossier, alors déjà vous avez tout ceci, tout ce que je vous montre là, ce sont les sources qui ont servi à rédiger l'ouvrage. Donc je vous laisse imaginer une fois de plus sa densité. Mais avant cela, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Vous avez donc Philippe Pélaz qui a donc, ou Pélaez, je ne sais pas comment ça se prononce, qui prend la parole quant à la rédaction de ces titres et qui dit « Ce livre n'a pas été fait pour apprendre, mais pour comprendre ou du moins essayer. Il nous a fallu, en plus de la stupéfaction, force de travail de mon cher acolyte Bernard Catou, la confiance de notre éditeur. » Je saute toute la partie, et des remerciements à Glénat. Kennedy n'a pas été la prétention d'apporter du grain à moudre aux partisans de telle ou telle théorie sur un assassinat qui, soyons honnêtes, n'occupe qu'une centaine de pages de cet ouvrage. Son seul objectif, sans fausse modestie, est d'apporter une explication à l'origine du mythe Kennedy. Il ne tient pas qu'à Jack, il tient également au père, à la mère, aux frères, à Rosemary. Plusieurs auteurs aiment à citer cette phrase d'Oscar Wilde. Je suis vraiment désolée, je suis très fatiguée aujourd'hui, j'ai du mal à parler. D'Oscar Wilde au sujet de cette famille. En ce monde, il n'y a que deux tragédies. L'une consiste à obtenir ce que l'on désire et l'autre à ne pas l'obtenir. Je préfère une autre citation de cet auteur, tout aussi pertinente mais beaucoup plus troublante, qui m'a hantée pendant les années consacrées à l'écriture de ce scénario. C'est la dernière phrase de l'album et je vous lis donc la dernière phrase de l'album qui, à mon sens, jette un éclairage tout particulier à l'ensemble de l'œuvre lorsque vous en avez terminé la lecture. Quand les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières. Voilà. Et je trouve que c'est une phrase qui sied parfaitement à cet ouvrage. C'était vraiment une lecture passionnante et je ne pensais pas apprécier autant ce sujet et y trouver autant d'éléments qui pouvaient me marquer, piquer ma curiosité et me donner envie d'approfondir la découverte de cette thématique. La découverte des Kennedy et de tout leur mystère. Plus exactement. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Ce vlog est maintenant terminé. Je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez lu certains des livres que je vous présente ou que vous envisagez de les lire, que vous avez des recommandations particulières à me faire, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Comme d'habitude, je serai ravie de vous lire. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.